Bonsoir à tous, Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. 10 millions d'inscrits sur le fichier électoral, c'est l'objectif. Visé par Elections Cameroun, l'organisme chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire au Cameroun. 10 millions d'inscrits en 2019, le défi est énorme, car en 2018, année de l'élection présidentielle, le fichier électoral coinçait à 6 600 000 inscrits avec moins de 400 000 nouveaux noms. Pour l'équipe dirigeante d'Elecam, enrôler 3 400 000 nouvelles personnes à travers le Cameroun et dans la diaspora est réaliste malgré l'absence d'implication constatée de certaines formations politiques. Selon la loi portant code électoral, dans son article 74, alinéa 2, la révision annuelle des listes commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. La convocation du corps électoral pour quelques scrutins avant cette échéance conduit obligatoirement à sa suspension. Révision du fichier électoral, Elecam vise 10 millions d'inscrits en 2019. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Révision du fichier électoral, Elecam vise 10 millions d'inscrits en 2019. Faut en parler ce soir. Je suis en plateau avec Charles Lisan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir Célestin. Oui. Bonsoir à tous les Camerounais et Merve. Voilà, merci. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Toujours. C'est bien cela. Oui. Ok. Sur ce plateau également, on a dit, il a commencé à le dire, Charles Lisan, Célestin Djamène. Bonsoir, de retour de Kinshasa. Oui, bonsoir Saint-Germain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, d'Equinox ce soir en particulier. Oui, effectivement, je suis rentré ce matin de Kinshasa. Je tiens d'abord à dire que vous êtes du MRC. Merci de le préciser. Voilà, en charge des droits de l'homme et de la gouvernance. Oui, voilà. Vous sentez donc, franchement, vous êtes descendu de l'avion tout à l'heure. Tout à l'heure à 11h. Merci de l'honneur que vous nous faites. C'était un plaisir d'avoir été invité par vous dans cette prestigieuse émission. Donc je suis arrivé ce matin à 11h. Qu'est-ce que vous êtes allé faire J'ai été invité par le Conseil africain de la démocratie, pour aller mais observer les élections en RDC. Donc ça a été une aventure très passionnante, très enrichissante. C'est un pays auprès duquel en quelques jours, en 2 semaines et demie, j'ai appris énormément de choses. En tout cas sur le processus électoral en Afrique. Vous savez que c'est un pays continent. Un pays continent. Quand ça marche là-bas, ça peut marcher partout. Donc nous croisons les doigts pour que cette organisation qui a déjà réussi puisse aboutir après les résultats qui seront prononcés le 6 janvier prochain, d'ici 3 jours. Et donc, encore une fois, ça a été un terrain d'expérience extrêmement enrichissant et prolifique pour nous, observateurs. Et je crois que l'Afrique a besoin de bouger et de se copier quand les différents États posent des actes positifs. En tout cas, je crois que ça a été le cas pour la RDC et je m'en réjouis. Ok. On parle de près de 40 millions d'inscrits. Absolument. Et 10 millions à Kinshasa, la belle seulement. Oui, alors il y a 40 millions d'inscrits sur la liste électorale en RDC. La capitale Kinshasa, qui est une ville-province, vous comprenez, qui fait quand même 15 millions d'habitants, vous avez environ 7 millions d'inscrits, la capitale Kinshasa. Donc c'est un État, j'allais dire, une province extrêmement bouillonnante, qui, à mon avis, va préfigurer, n'est-ce pas, les résultats finaux dans ce pays. C'est une ville qui est assez complexe, qui est assez bouillonnante. Vous voulez dire que celui qui a gagné Kinshasa a remporté la quand même, c'est la province la plus peuplée, n'est-ce pas, de la RDC. À côté de cela, c'est vrai qu'on peut adjoindre Lubumbashi et Bujimaï, mais en tout cas, Kinshasa reste la ville-province la plus peuplée. Et vous savez très bien que quand il y a eu des mouvements politiques ou sociopolitiques,
ça a toujours commencé par Kinshasa. C'est un peu l'équivalent chez nous de Douala. C'est-à-dire que ça bouillonne de partout et les électeurs sont assez conscientisés. Donc je pense que d'ici dimanche, les choses vont se préciser et que je prie pour que la paix, n'est-ce pas, soit entretenue et demeure en RDC. Parce qu'on en a besoin. L'Afrique n'a plus besoin de troubles. C'est important de le dire. Voilà, vous avez parlé de la RDC comme ce pays-continent. Faut aussi rappeler que la RDC a elle seule a 2 fuseaux horaires. C'est-à-dire oui, effectivement, il y a par exemple entre le Kasaï oriental un décalage d'1 heure avec la province de Kinshasa. Voilà, juste effectivement 2 fuseaux horaires. 2 fuseaux horaires en RDC. Charles Lisan, ça vous parle? Vous avez suivi ce qui s'est passé en RDC ces quelques semaines? Il y a eu des petites contestations, la machine a voté, mais à suivre Célestin Djamène, c'était pas un problème au final. Oui, j'ai aimé l'envolée lyrique de mon grand frère Célestin Djamène, surtout à la fin quand il a dit il espère qu'il n'y aura pas de trouble. Il n'y aura pas de trouble parce que justement là-bas les acteurs politiques sont mûrs. Parce que là-bas justement il n'y aura pas un candidat qui va s'autoproclamer président élu au détriment de la réglementation du pays. Donc ça nous parle quand on a 40 millions d'inscrits. Ça nous parle quand on sait que par exemple il n'y a pas eu de troubles pré-électoraux. Ça nous parle quand on voit, comme l'a dit Célestin, ce pays continent-là qui réussit avec le matériel électoral qu'il a à organiser une élection avec autant d'enjeux, autant de convoitises, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de convoitises, l'après-Kabila, avec autant d'électeurs inscrits. Ça nous parle parce que c'est l'Afrique, ça nous parle parce que le bon sens étant la chose la mieux partagée du monde, il faut copier le bon exemple. Ok. Célestin Djamène, on va donc revenir chez nous. Les CAM se fixent le cap des 10 millions. Oui, d'abord je voudrais assurer mon ami Elie, Charles Elie, pour lui dire que le MRC, le parti auquel j'appartiens, prône la paix, veut la paix, mais n'entend pas se laisser marcher sur les pieds. Ça veut dire que nous pensons que nous sommes dans un État qui se voudrait démocratique, qui se voudrait laïque et républicain, et en ce sens, on ne peut tolérer la tricherie sous quelque forme que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Ça veut dire simplement qu'on défend nos droits. Nous voulons que les générations futures ne subissent pas ce que nous subissons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous défendons de manière impérative, viscérale, le droit à tous d'avoir des élections libres, transparentes et sincères. Ce qui malheureusement n'est pas le cas au Cameroun. Pour revenir à Elecam, c'est vrai que quand il se fixe un objectif de 10 millions d'électeurs, d'abord je tiens à rappeler que quand vous lisez bien l'article 52 et 41, ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de gérer, c'est d'organiser et de superviser les élections au Cameroun. Bien sûr que les partis politiques ont leur part de responsabilité parce que nous sommes quand même là pour mobiliser les électeurs, pour essayer de les conscientiser que c'est leur droit des citoyens d'aller s'inscrire, naturellement. Ce n'est pas le rôle de l'ECAM. Il y a 2 branches chez l'ECAM. Vous avez le conseil électoral, dont le rôle est plutôt de valider, on va dire, les candidatures et de transmettre les procès-verbaux. Ce n'est pas leur travail de, comment dirais-je, de viser un objectif chiffré, non. Je crois que ce qu'on leur demande, c'est d'inscrire de manière sincère et honnête les citoyens camerounais. Parce que je les soupçonne depuis longtemps de créer dans ce cercle, on va dire, un système de blocage, de plafonnement des inscrits. C'est ça qui est malsain. Donc ils devraient déjà, à ce niveau-là, essayer d'être sincères. Nous, on fait notre travail. Maintenant, je pense que ils avaient annoncé en 2017 un objectif de 7 millions d'inscrits, et l'ont jamais atteint, malgré tout le travail qui a été fait à la fois par les partis politiques et par quelques personnalités. Donc ils n'ont jamais atteint 7 millions d'inscrits. Je rappelle que le chiffre de 6 600 000 inscrits en 2018 équivaut à quelque chose près au chiffre de 2013, sans aucune différence. Alors maintenant, je pense qu'il revient à nous, responsables politiques, partis politiques, de tout faire pour que nos électeurs, qu'il s'agisse des personnes qui sont acquises à notre cause ou pas, puissent d'abord s'inscrire. Une fois qu'ils sont inscrits, il y a un autre combat qui me semble viscéral, celui-là, c'est la réforme du code électoral. Parce qu'on a bien vu pendant les plaidoiries au Conseil constitutionnel qu'évidemment, malgré les efforts qui ont été faits pour inscrire les citoyens camerounais, il se trouve qu'on a un système qui est complètement unique, verrouillé,
concentrationnel totalitaire qui fait en sorte que malgré les efforts qui sont faits, malgré l'inscription massive des personnes, eh bien, il s'arrange toujours à préfabriquer les résultats. Et ça, c'est parce que on a introduit dans le code électoral des articles qui sont, comment dirais-je, liberticides et qui sont démocraticides, qui ne peuvent pas favoriser, n'est-ce pas, l'émergence d'une alternance normale. Je prends un exemple très très simple, l'article 115, alinéa 4 du code électoral, qui dispose que dans un bureau de vote, par exemple, il y a plusieurs représentants de candidats ou de partis politiques. Ils ont les PV identiques, mais seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Ouais. Alors comment peut-on faire figurer autant de représentants et privilégier une seule personne? Tout ceci parce que le fonctionnaire, le directeur, le président du bureau de vote est un fonctionnaire de l'ECAM, nommé par l'ECAM, et à ce titre roule pour le parti au pouvoir. Donc, nous proposons ça. Il faut éradiquer ce parti. Si vous arrivez au pouvoir, vous allez changer. Mais bien entendu, c'est le bon sens qui le veut. Okay. Nous sommes tous ici autour de cette table, nous représentons 3 candidats, nous sommes sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de raison que seul le PV de Serge Alain autour fasse foi devant le Conseil constitutionnel. Donc il y a plusieurs articles comme cela qu'il va falloir réformer de manière profonde. Et c'est ce que nous prenons. Donc après l'inscription, première étape, il faut impérativement, avant la session de mars 2019, en ce qui concerne les députés, il faut absolument mettre sur la table des députés ce projet de réforme du code électoral. Absolument. Voilà, on va d'abord revenir sur le plafonnement pour Célestin Diamène. Et l'ECAM n'est pas dans son rôle. Pourquoi se fixer ce cap-là de 10 millions? Ben oui, le président de la République qui a fait le discours le 31 décembre n'est pas le président de la République. Donc si Paul Biya n'est pas le président de la République, pour eux, l'ECAM ne sera pas dans son rôle. Et puis, monsieur... Non, est-ce qu'il a dit? Non, il n'a pas le rapport, hein? Laissez-moi parler, monsieur Ndiaye. Vous avez parlé pendant 14 minutes, je vous ai écouté. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pas trop. Je dis, si pour lui, le MRC, Paul Biya n'est pas le président de la République, donc l'ECAM ne peut pas faire le travail qu'ils veulent. On ne peut pas construire un pays ne pensant qu'à ce que pense un parti politique. Non. C'est un construit quotidien, permanent et consensuel qui fait évoluer la démocratie dans un pays. Mais ils vont vous retorquer aussi que le code électoral je voudrais dire à Célestin Diamène que il a fait une nuance terrible. Oui. Il a voulu faire croire aux Camerounais que c'est le PV du représentant du RDPC dans le bureau de vote qui fait foi. Non. Tous les candidats. Non, c'est justement cette confusion-là que vous voulez mettre dans le... Je n'ai pas dit RDPC. Non, j'y arrive. C'est cette confusion-là que vous voulez mettre dans le circonstance des Camerounais. Leur faire croire que le PV de l'ECAM est identique, copie conforme, photocopie conforme au PV du représentant du RDPC. Non. Le PV du représentant du RDPC dans un bureau de vote devrait avoir les mêmes informations que le PV d'un autre candidat. Maintenant, le PV qui fait foi, qui monte, c'est celui justement du président du bureau de vote. Ah bon. C'est pas la magie. On n'a pas dit que... c'est-à-dire, et maintenant, quand on vendait les PV, il y avait près de 25 000 bureaux de vote au Cameroun. On vous a demandé les PV, vous avez sorti 5 000, à peine 5 000. Vraiment, je voudrais qu'on évolue maintenant. Non, on n'est pas là. Fixé, non, il a lancé. Restons sur les... Vous lui avez déjà répondu. Vous lui avez répondu. Maintenant, on arrive au niveau du nombre d'inscrits. Oui, voilà. Mais monsieur Célestin Diamène, qu'est-ce qui vous gêne qu'il y ait qu'en plafonne les inscriptions? Si on a 10 millions d'inscrits au 31 août 2019, où est le mal? Qui gagne? C'est la démocratie. Non, il est bien sur le fait que ils avaient déjà dit qu'ils devaient avoir 7 millions d'inscrits. Justement, ils n'ont pas pu atteindre 7 millions d'inscrits. Justement, en disant que l'ECAM n'a pas pu atteindre 7 millions, on dirait que l'ECAM est candidat à une élection. Non. Si l'ECAM plafonne les inscrits à 10 millions, moi du RDPC devrais m'interroger si l'ECAM arrive à 8 millions. Les 2 millions là sont où? Ça veut dire que quelque part le RDPC dont je suis l'un des responsables n'a pas fait son travail. Je devais m'arranger à droite la deuxième que tous les jeunes, toutes les femmes, tous les hommes qui sont en âge de voter, qui n'ont pas encore eu la carte d'électeur, cette carte-là. Alors si l'ECAM plafonne à 10 millions, je dois m'arranger à ce que on atteigne ces 10 millions. Tant mieux pour moi si les 10 millions sont tous du RDPC. Je pense que nous, partis politiques, nous devons accompagner l'ECAM dans ce travail. Maintenant, je voudrais aussi dire à M. que oui, je peux être d'accord avec lui que rien n'est parfait. Il y a justement des choses à revoir, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas demander, vous qui avez un seul député, qu'on introduise à la session de mars qui arrive, un truc qui vous arrange. Non. Il y a une élection législative qui arrive.
Vous êtes un parti politique. Justement, arrangez-vous à ce que l'ECAM atteigne les 10 millions d'inscrits, que vous ayez les 3/4 des inscrits et que vous preniez l'Assemblée nationale pour instruire dans les lois que vous voulez. C'est simple, c'est ça le jeu démocratique. Pour le moment, c'est le RDPC qui a la majorité à l'Assemblée. On fera comme ça. C'est comme ça, M. N'Djamène. C'est ça la politique. Donc, n'allons pas dans ce jeu qui voudrait que vous allez demander aux députés du SIF, aux députés du NDP de faire ce que vous voulez. Non. Allons aux élections. Commençons par inscrire les nôtres. Ça a commencé hier. Allons inscrire les jeunes, allons inscrire les femmes, demandant à toutes les populations de s'intéresser à la politique et allons maintenant à la bataille du combat politique à travers les différents programmes que les différents candidats proposeront aux populations et on verra au niveau des communes et au niveau de l'Assemblée nationale. Justement, parlant de... Il y a une affiche du MRC, on voit un jeune, on dit, un jeune en âge de voter, il y a une CNI, une carte nationale d'identité, un vote pour le changement, un avenir meilleur, et en bas, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Massivement. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience, il faut une masse critique. Je crois qu'on a, d'abord, je voulais rassurer M. Elisan qu'il ne faut pas qu'il déforme mes propos. J'ai pas dit que Elecam, j'ai dit qu'Elecam s'assurait parfois à ce que les inscriptions soient plafonnées, ce qui est totalement anormal. Leur rôle, c'est d'inscrire les Camerounais, qu'ils soient 10 millions, 11 millions, 15 millions. Nous sommes aujourd'hui une population d'environ 26 millions d'habitants. C'est tout à fait possible qu'on ait au moins 11 ou 12 millions d'inscrits. Or, le système Elecam, c'est une antichambre du RDPC, tout le monde le sait. Ce sont des fonctionnaires rémunérés par le pouvoir, ne riez pas, ce sont des fonctionnaires payés par le pouvoir est un président illégitime qui est leur patron. Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il va falloir même dissoudre Elecam et mettre à la place une commission électorale nationale indépendante. Ça marche partout. En Éthiopie, au Ghana, au Gabon, encore maintenant en RDC, d'où je viens, et que ça fonctionne parfaitement. Ils ont un budget, ils sont indépendants. Ils sont composés de manière échevinale, ça veut dire de manière paritaire. Et les CAM, ce sont des fonctionnaires. Alors maintenant, je reviens à la question de Serge Alain pour dire que, effectivement, dans le processus électoral, il y a plusieurs pédales, il y a plusieurs étapes. La première étape, naturellement, c'est d'inscrire les Camerounais. Ça, c'est la première chose à faire. Il ne vous a pas échappé, Serge Alain, que pendant cette fabuleuse campagne de 2018, dont l'acteur principal était Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto, vous avez très bien vu l'affluence dans les meetings, n'est-ce pas? Notamment les meetings du RMRC. Alors, il se trouve qu'effectivement, malheureusement, ça a été reconnu par tous, qu'un certain nombre de personnes constituant cette foule n'avaient pas inscrit. Ils l'ont regretté. Voilà. Donc maintenant, notre travail primordial, c'est de mobiliser ces personnes afin qu'elles puissent s'inscrire massivement, comme le dit d'ailleurs, n'est-ce pas, la plaquette du MRC. Donc, ça veut dire qu'ensuite, il ne faudrait pas se contenter de s'inscrire, parce qu'on a un système qui est fermé, qui est bunkérisé, qui fait en sorte que même si vous êtes 15 millions d'inscrits, si vous ne faites pas attention, s'il n'y a pas de vigilance, eh bien, comme d'habitude, vous serez proclamé perdant. Ça veut donc dire qu'il est requis une vigilance exceptionnelle des électeurs lors du dépouillement. C'est très important. Et il faut que il faut d'abord retirer la carte. Bien sûr. Alors là, c'est notre problème. Par exemple, en RDC, votre carte est composée, est donnée instantanément. Okay. Dès que vous vous identifiez, on vous enrôle tout de suite et votre carte est imprimée sur le champ. Sur le champ, il n'y a pas de raison d'attendre. Donc aujourd'hui, au Cameroun, bien sûr, on a lancé, le processus électoral a commencé hier, n'est-ce pas? C'est 3 mois. 3 mois qui va se terminer au mois d'août. Donc effectivement. Non, je dis 3 mois pour avoir les cartes. Oui, 3 mois, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui empêche technologiquement à Elecam de produire instantanément les cartes? Je ne comprends pas. On peut imprimer les cartes vierges, n'est-ce pas? Vous êtes identifié. Dès que c'est fini, on appuie, ça sort. Le problème, il est ouf. Donc, en vérité, on compte sur l'étourdissement de certains électeurs qui oublient parfois de venir retirer leur carte. Et voilà le problème qui se pose. Très souvent, les gens arrivent dans les bureaux, ils n'ont que leur récépissé, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu d'ailleurs retirer leur carte. Et parfois même, leur carte est envoyée dans d'autres circonscriptions. Donc, moi, je pense que si Elecam est honnête pour une fois, il devrait se mettre en mesure de produire de manière instantanée les cartes. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué.
Ok, Charles Elie, sur ces cartes. Non, à tous les Camerounais. Parce qu'il se pose un problème. Les gens se plaignent qu'ils n'ont pas. À un moment, ils sont inscrits, mais ils n'arrivent pas à entrer en possession de leur carte. Je voudrais d'abord rappeler à tous les Camerounais. Je suis du RDPC. Je ne suis pas de l'ECAM. Mais l'ECAM ici. C'est la même chose. Bon, ça c'est votre point de vue. Ici, l'ECAM est une entité à part entière de l'État du Cameroun. Alors, quand on est Camerounais, on a le droit de défendre tout ce qu'il y a à défendre. Et je voudrais dire à M. Ndiamé que même s'il y a à défendre le MSC quelque part, dans son état de droit, moi je le ferai. Ici, il n'y a aucune machine au monde, il n'y a aucun pays au monde qui produit instantanément les cartes d'électeurs. Non. On remet toujours... Oh, M. Ndiamé, laissez-moi parler. Mais j'y reviens, monsieur. Non, vous n'êtes pas monsieur la RDC. Comment? Laissez-moi parler. On remet au Cameroun, on remet un récépissé. Oui. Laissez-moi parler. Le temps de produire la carte de l'État, puisqu'entre la production, entre le fait que vous êtes inscrit, vous avez donné vos informations, il y a aussi un contrôle derrière. Parce qu'on n'est pas sûr que les documents que vous avez donnés sont vrais. Ça, c'est dans tous les pays du monde entier, tous les documents officiels, en fait, je veux dire au Camerounais, parlons terre à terre, parce qu'on nous écoute en Mendouga, en ça, c'est tout. Quand tu t'assois à, je sais pas, l'ECAM Congo, tu ne t'assois pas, et puis quand tu fais de les informations, il y a une carte qui sort, on te remet. Non, c'est un récépissé. Je dis c'est un récépissé. Comme au Cameroun, on remet un récépissé. Ça, c'est dans tous les pays du monde entier. À moins que le MSC, quand ils viendront au pouvoir, ils vont nous créer les machines surnaturelles qui produiront les cartes d'identité là, sur place. Pour le moment, on n'en est pas encore arrivé là. Nous sommes encore des êtres humains. Nous ne sommes pas des extraterrestres. La deuxième chose que je vais dire à M. Ndiamé, c'est que, comme ça se fait au Cameroun, c'est comme ça que ça se fait au Congo. On vous remet d'abord un récépissé. Et puis, vous avez maintenant, quelques jours plus tard, pour aller retirer votre carte. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a un temps de latence quand même, qui peut aller entre le jour où vous êtes inscrit, vous êtes fait enrôler, et le temps pour aller récupérer votre carte. Autant on parle de la carte d'électeur, autant on parle du passeport, autant on parle de la carte d'identité. Combien de cartes de documents officiels au Cameroun sont en souffrance dans ces institutions? Allez au commissariat de la deuxième. Il y a combien de cartes d'identité là-bas? Vous voyez des gens en rang, quelqu'un va payer le certificat de nationalité, c'est pas le casier judiciaire, puis il se fait enrôler, se fait identifier au commissariat, et ne vient pas sa carte. C'est la faute du commissariat? Quand un électeur ne va pas retirer sa carte d'électeur, c'est la faute à l'ECAM, c'est nous les partis politiques d'éduquer les populations d'aller retirer les cartes. Arrêtons de tirer sur ceux qui font leur travail. Faisons aussi notre travail. Je voulais aussi dire à M. Ndiamé que quand vous dites qu'il faut dissoudre l'ECAM, vous avez demandé qu'il faut dissoudre les NAM, on va dissoudre l'ECAM, on va dissoudre pour M. Ndiamé. Non, je parle du programme du MSC. Il a dit qu'il faut dissoudre les NAM. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est le SDF. Je parle de tous ces partis politiques. Ces valeurs. Laissez-moi parler. C'est Joshua Nabaldi aussi qui disait que les NAM. J'espère que Ndiamé ne t'a pas gardé un cadeau. Non, du tout. Non, il faut restituer les faits. Le MRC n'a pas parlé sur les NAM. C'est le SDF, Joshua Nabaldi qui le disait. Il faut que ce soit clair. Vous allez dissoudre l'ECAM. Vous allez dissoudre le président Paul Biya qui est illégitime, son excellence Maurice Kamto. Va faire avec qui? Quand vous allez nous dissoudre tous, vous allez faire avec qui? Apprenez à comprendre que nous sommes en train de construire un pays. Apprenez à comprendre. Apprenez, ça c'est votre point de vue. Vous l'avez dit à maintes fois. Vous l'avez dit maintes fois. Vous l'avez dit maintes fois. Qu'il a fait 36 ans d'échec lors de vos méga giga meeting. Vous venez de dire que vous avez fait des foules et des foules. Au final, on n'a eu rien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que réveillez-vous. Nous avons un pays à construire ensemble. Et la main vous est tendue pour qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas un dissoudre ceci, dissoudre cela qu'on va arriver. Maintenant, vous parlez ce n'est pas l'ECAM qui doit remettre les cartes d'électeurs aux inscrits. Faisons notre travail. À un moment donné, quand nous allons commencer dès demain ou hier, nous allons commencer hier, tous les partis politiques, à faire enrôler ceux qui sont en âge, disons, de la majorité légale pour voter. 20 ans. Arrangeons-nous à ce que ces mêmes personnes retirent leur carte. Vous n'allez pas dire qu'elle est CAM, à qui vous refusez le droit de plafonner des inscriptions, qui aide la démocratie. Vous allez encore demander à l'ECAM de prendre encore les mêmes cartes, de venir remettre à nos militants, nous qui sommes les candidats. Non. Vous serez candidat dans la première, je l'espère. Arrangez-vous à ce que ceux que vous allez inscrire dès demain aillent retirer leur carte. Ça, c'est votre devoir. Ce n'est pas le devoir de l'ECAM. Monsieur. Bon, Célestin Ndiamé, dites-moi. Je reste sur le mot
inscription massive. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous comprenez que ça se passe à l'Assemblée nationale, le changement peut passer par là, c'est-à-dire que l'obtention de la majorité au Parlement. Non, mais l'Assemblée nationale, le Parlement en général, est un maillon essentiel de la démocratie dans un pays. Vous savez que les lois sont faites, sont confectionnées au Parlement et à l'Assemblée nationale en particulier, où le dernier mot est reconnu aux députés. Oui. Donc, en conséquence, quand vous avez le Parlement et en particulier l'Assemblée nationale, vous avez le pouvoir, vous avez même la primature. Donc vous avez les lois. Le président n'est plus qu'un président symbolique, un président qui est là pour inaugurer les chrysanthèmes. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le caractère massif des inscriptions s'impose. Parce que, comme je l'ai dit, lors de cette dernière campagne 2018, il s'est trouvé que beaucoup de Camerounais, ils l'ont dit à regret d'ailleurs, n'ont pas eu la présence d'esprit ou la spontanéité d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Or, c'est une étape... C'était dû à quoi? Au désamour? C'était dû au fait qu'ils sont convaincus que leur vote ne sert à rien. Oui. Parce que le système est un système pervers, une loi est sur mesure pour un homme et pour un parti, donc ils se disent que leur vote est confisqué à chaque fois. Donc, il y a une certaine lassitude qui est tout à fait compréhensible, mais c'est à nous aussi, partis politiques, de leur dire qu'il n'y a pas que les inscriptions, c'est un ingrédient qui fait partie d'un tout, et notamment qui doit se manifester lors du dépouillement où les électeurs doivent manifester de manière très concrète leur vigilance. Maintenant, je voulais rappeler à M. Lisan que je crois qu'il y a un problème de sémantique entre lui et moi, parce que quand je parle de plafonnement, je ne parle pas d'objectif. Je crois qu'il confond un peu les deux. Bien évidemment, Elecam a le droit, et encore que ce droit est tout à fait incompréhensible, de fixer un objectif. Ce n'est pas son rôle, mais je peux lui concéder. Je parle de plafonnement délibéré. C'est-à-dire, en fait, comme c'est un système de tricherie, de fraude électorale massive, ils pensent qu'ils peuvent mieux manipuler les élections, les inscrits en petit nombre, que s'ils sont en grand nombre. Donc, passer un certain cap, un certain quota, eh bien, ça leur est difficile de manipuler et de contrôler. Maintenant, oui, depuis 6 ans, depuis presque 6 ans. Et alors, dans la fraude massive, on aurait pu être majoritaire s'il n'y avait pas de fraude. Ah bon? Et oui, justement. Tellement fort qu'avec monsieur, on va construire un pays que vous avez détruit. Bon, okay. Nous allons construire un pays que vous avez détruit. Et le RDPC est totalement disqualifié pour faire une quelconque, laissez-moi parler, pour faire une quelconque leçon de morale. Vous avez montré à travers ce symbole qu'est le retrait de la canne votre incapacité viscérale, congénitale à diriger un pays. Tout le monde l'a vu à mon vision. Le Cameroun n'a jamais été aussi humilié que par cet acte abominable qui a été orchestré par le régime de Yaoundé. Et vous osez venir sur un plateau de télévision donner la morale au parti politique. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc ce que je veux dire, c'est que ce pays, ce beau pays, a été mis en charpie par un homme. Le problème du Cameroun, ce n'est pas un système. Le problème du Cameroun, c'est un individu, M. Biya, un roi fainéant, je le dis et je le répète ici, qui a cadenassé le Cameroun. Par sa paresse, par sa lenteur, par son inertie, par son immobilisme, on voit bien qu'aujourd'hui, le point d'orgue a été le retrait de la canne. Vous ne pouvez pas le nier, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait, c'est mon opinion. Alors maintenant, vous pouvez toujours pérorer, vociférer. Ça ne peut pas changer les faits. Le fait est que le Cameroun est dans un état moribond. Nous sommes en banqueroute financière. Nous sommes dans un état qui n'est plus un état de droit. Dans tous les secteurs, c'est la catastrophe. Les hôpitaux. Ils ne se sont pas chez nous, ces dirigeants, ces ministres, ces présidents. Ils ne peuvent pas. Ils créent soi-disant des hôpitaux de référence, mais quand ils sont frappés par la maladie, ils ont vite fait de se faire évacuer eux-mêmes. Donc moi, je reviens aux élections pour dire qu'aujourd'hui, j'invite les Camerounais, naturellement, à d'abord s'inscrire. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas l'unique critère pour vaincre ce système. Bien sûr, en même temps, parallèlement, nous demandons qu'il y ait devant la table des députés un projet de loi, bien sûr, qui puisse, avant mars, introduire la réforme profonde des articles liberticides. Parce qu'en vérité, on l'a bien vu au conseil municipal, on a vu comment M. Clément Atangana, M. Émile Sombert ont carrément tenu compte des PV des présidents du bureau de vote non signés pour proclamer vainqueur un individu qui a perdu les élections. Donc moi, je dis aujourd'hui, notre destin dépend de nous et uniquement de nous. Les Camerounais ont leur destin en main, il faut qu'ils en fassent bon usage. D'abord, une précision. Oui. Vous dites que le président est illégitime.
Quelqu'un qui a perdu l'élection et ici convoque le corps électoral. Vous partez? Mais le président illégitime est malheureusement légal. Oui. Quand je dis la légitimité fonde la légalité. Un président, parce que la légitimité vient de l'électeur, vient du peuple. Oui. Quand le peuple, vous n'avez pas l'onction du peuple, vous n'êtes pas légitime. Vous êtes proclamé vainqueur, mais pas élu. On sait qu'au Cameroun, il y a un président élu, qui est son excellence, Maurice Kamto, c'est clair, net et précis. Les résultats que vous connaissez, 71,3% et 4,5%, ont été prononcés 8 jours avant le 22, vous le savez, 8 jours avant. Monsieur Clément Atangana n'a fait que confirmer les résultats préfabriqués. Tout le monde a vu en Mondovision, le 22 octobre 2018, que le cahier de PV correspondant à 32 PV, donc à 32 départements, était sans signature. Et ils n'ont pas démenti. Comment pouvez-vous valider des PV sans signature? Comment un juge peut-il valider un chèque sans signature? Ça n'a pas de sens. Donc, en vérité, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que les gens comprennent que M. Biya, tout le monde l'a vu, et merci d'avoir commis l'erreur de nous ouvrir cette fenêtre du Conseil constitutionnel pour démontrer aux yeux de tous les Camerounais que ce régime était un régime complètement farceur, complètement malsain, qui a démontré toute sa laideur à la face du monde. Et on a démontré que les PV étaient faux et non signés. Et malheureusement, c'est sur la base de ces PV que les résultats factices ont été proclamés. Mais vous êtes quand même présenté devant ce Conseil. Bien entendu, pour démontrer aux Camerounais, pour les prendre à témoin. Oui, Charles Elisang. Et grâce à nous, ils l'ont compris. Je voudrais dire à Célestin Djamène que ce n'est plus d'un médecin qu'il vous faut. C'est un prêtre exorciste. Ça, je suis clair, il faut que je le dise. Parce que ça frise déjà la folie. Vous estimez que le 22 octobre, tout le monde entier a vu la laideur, je ne sais pas quoi, du régime. Mais ce que les Camerounais ont vu, c'est le cinéma. Les Camerounais ont vu des gens venir parler d'un concours pour être bêtis. Les Camerounais ont vu des gens venir raconter des choses pendant 3 jours qui n'ont rien à voir avec le processus électoral. Les Camerounais ont vu des gens qui ont passé le temps à vociférer, qui n'ont pas présenté les documents qu'on leur demande. Monsieur N'Djamène, vous nous faites maintenant un cours de sémantique entre la légitimité et la légalité. On n'en est pas là. Le peuple dont vous parlez, qui aurait élu M. Kamto, c'est de quel peuple dont vous parlez, M. N'Djamène? Les Camerounais qui sont allés voter le 7 octobre, c'est d'eux que vous parlez comme ça? Donc c'est eux qui ont élu M. N'Djamène. Au même moment, vous dites que nombreux vous ont dit qu'ils regrettent de s'être inscrits. Finalement, vous dites non quoi? Vous dites que les gens étaient à vos meetings. Ils vous ont apprécié. Mais après, ils vous ont dit qu'ils regrettent de ne pas être allés s'inscrire. Mais par ailleurs, ceux que nous avons inscrits ont voté pour M. Kamto. Vraiment, revenons un peu sur terre. Ah, il faut arrêter votre esprit. Je voudrais vous rappeler que pour la CAN, je souhaite que M. Otto ait un autre plateau nous invite pour qu'on en parle. Mais vous avez fait un glissement, moi je vous le dis, vous avez fait un glissement vers la CAN, et je vais vous en parler, monsieur. La CAN appartient à la CAF. Retenez-le. Vous n'allez pas vous agouter, vous gangrener sur le retrait de la CAN au Cameroun pour essayer de suivre ce que vous voulez suivre. Il y a un cahier de charges qui a été défini au Cameroun. Il y a un délai calendaire qui est là. Attendons que le délai calendaire arrive et on voit si est-ce que le cahier de charges n'a pas été respecté. C'est tout. La CAF peut retirer, donner la CAN à qui elle veut, comme elle veut, la CAF. Ça, c'est les détails. Vous parlez des hôpitaux que les gens ont construits, ils ne se soignent pas là-bas et tout. Moi, je me soigne à l'hôpital de Nubel. Je suis en bonne santé. Ma femme accouche à l'hôpital de Nubel. Elle est en bonne santé. Finalement, je ne sais pas de quoi vous parlez, M. N'Djamène. Parlons de ce qui va nous amener à construire le pays. Vous n'avez pas passé le temps. Ça fait 36 ans que vous insultez Paul Biya. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous avez passé une campagne à l'insulter. Nous sommes rencontrés dans plusieurs tableaux, plateaux de télé, de radio. Vous avez eu le même discours. Votre discours ne change pas bien autant. Mais la performance politique que vous avez commise, c'est de quitter le SDF pour le MRC. Et vous parlez. Vous êtes quelqu'un qui jongle de parti en parti. Vous parlez, M. N'Djamène. Non. Vous n'êtes pas un exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez dit par le MRC? C'est toujours la même haine? Non, vous n'allez pas. Ce n'est pas un problème de personne. Restez sur les partis. Oui, restez sur les partis. Il a parlé de Paul Biya à l'insultant de tous les noms d'oiseaux. C'est le président de la République.
j'aimerais comprendre, mais bon, Paul Biya vous a montré qu'il ne vous répond pas, donc bon, moi je ne vais pas répondre à sa place. Mais je voulais vous dire ceci, M. Jamel. Les élections législatives arrivent. J'aurais aimé que vous arriviez dans ce plateau et que vous haranguiez, comme vous le faites souvent, les foules, de leur demander d'aller s'inscrire et d'aller s'inscrire. Pour que vous nous preniez l'Assemblée nationale et que vous nous montriez comment on dirige un pays. Faites-le, s'il vous plaît. Prenez les communes. Vous êtes conseiller municipal. Vous avez dit que vous êtes tellement fort, vous êtes conseiller municipal avec les Kamla. Faites la même chose. Transmettez ce virus de la gagne à vos collègues du MSC. Prenez toutes les mairies du Cameroun et montrez-nous comment on dirige les collectivités territoriales décentralisées. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir ici et d'insulter tout le monde. Il n'y a que vous les plus beaux, les plus intelligents et tout le monde là. Les autres ne sont pas comme vous pensez. Non. C'est ça qu'il s'agit. En ce qui concerne le RDPC, nous sommes résolument tournés dès le lendemain du 7 octobre, malgré les résultats que nous avons obtenus, qui ne nous arrangent même pas. Il faut que je vous le dise. Oh, le score là ne vous arrange pas. Non. Vous voulez combien? On veut l'avoir mieux. 99%? Pourquoi pas? Où le mal à ça? On veut l'avoir mieux. Vu le travail que nous avons fait, il y a beaucoup de choses que nous avons vues chez nous. On a vu des militants cheveux-souris, un peu comme lui là chez nous, qui sont avec nous le jour, la nuit ils sont avec les autres. Donc vous ne voyez pas la montée du MRC, Cabral Libye, tout ça? Justement, ça c'est au sein du parti. Ça vous parle pas? Maintenant, le président de la République, dans son discours d'investiture, a parlé aux jeunes. Moi je suis jeune, il a parlé aux jeunes. Cabral, il a dit en 2016, je demande aux jeunes résolument de se tourner vers l'avenir de ce pays et de le prendre en main. Avec l'aide des aînés, il y a combien de candidats jeunes? Appelons les jeunes. Oshi, Cabral, Serge Soir Matomba, Franklin Dufort. Ce sont des jeunes. Ils nous ont montré la voie. Le président Paul Biya, dans son discours d'investiture, est revenu en disant qu'il pense à nous et dernièrement, il a fait un acte fort. Il a nommé un gars qui vient d'avoir le bac en 2006, directeur de l'ENAM. C'est un jeune. Donc ça nous interpelle. Et nous, au RDPC, on comprend qu'il faut travailler. Malgré qu'on soit au pouvoir, nous, on veut travailler. Et ceux qui ont perdu, qui s'autoproclament président et tout, trouvent que non, les autres n'ont pas travaillé, ils sont illégitimes, mais non, travaillent. Et on va revenir au Conseil constitutionnel après les élections législatives municipales, recommencer un cinéma de 5 jours, babader, et nous, on va continuer à apprendre les choses, on va continuer à avancer. Réveillez-vous, M. Jamel, réveillez-vous. Ok, Célestin Jamel, justement, dans la sortie du directeur général de l'ECAM, hier, au lancement de ces inscriptions, il dit qu'il compte sur la forte mobilisation des partis politiques. On ne vous sent pas trop. Quand on dit vous, c'est les partis politiques. Il n'a pas à compter. Pour la canalisation des masses. Je répète que... Parce que ce n'est pas l'ECAM tout seul de faire ça. L'ECAM, ce sont des fonctionnaires. Vous m'entendez? Ce sont des fonctionnaires. Oui. Payés par le système au pouvoir. C'est-à-dire par l'État, parti RDPC. Si vous avez le cancer pendant 3 ans, on dirait toujours que vous avez le cancer. Bon, une petite virgule en RDC. Qui paye les membres de la CENI? Ils sont indépendants. Qui les paye? Ils sont indépendants et ils ont un budget. Oui. Chez nous, par exemple, article 44, le président du conseil électoral, les membres du conseil électoral, permettez monsieur, au Cameroun, les membres du conseil électoral, le président du conseil électoral sont rémunérés par décret du président de la République. Lisez le code. Permettez, lisez le code électoral. C'est la même chose. Or, à RDC, je reviens à la question de Serge Alain. C'est l'État du Congo qui les paye. Monsieur Corneille Nangaa n'est pas payé par le chef de l'État congolais. Il est payé par qui? Monsieur. Par... Il a un salaire qui ne vient pas. Non, il a un salaire. Il vient d'où? Mais écoutez, monsieur, le salaire est payé. Il y a un conseil, non, mais c'est pas la vérité au Cameroun. Le chef de l'État congolais ne paye pas. C'est Paul Biya qui paye le Cameroun. Lisez l'article. C'est Paul Biya. Lisez l'article. Vous êtes ignorant. Lisez l'article 44. Lisez l'article. Qui paye le président de la CENI? Est-ce que vous avez l'article 44? Vous tournez pourquoi? Est-ce que vous avez l'article 44 du code électoral camerounais? C'est clair. Le président, vous voulez que je vous le lise? Elle est quand même obligée de fonctionner. Le code électoral, je vais vous le lire. Ça ne coïncide pas là. La rémunération du président du conseil électoral est faite par décret du président de la République. Autre chose. Non, pas du tout. C'est faux. Vous ne connaissez rien. Demandez à apprendre quand vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas Demandez à... Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Non. Je ne vous ai pas interrompu. Je suis en train de dire que aujourd'hui, il ne faut pas que M. Charles-Élie Zan
puisse étaler à ce point son ignorance. On n'a pas, d'une part, de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le MRC est un parti qui s'inscrit dans la République. Nous pensons que ce système, nous constatons que depuis 36 ans, ce système État-parti RDPC a mis le Cameroun dans les ténèbres, dans la nuit la plus noire. Quand on parle du système électoral unique, il y a qu'à jeter un œil dans le code électoral. C'est simple. Je vous ai cité les articles 115 alinéa 3 par exemple, où on est dans un bureau de vote, mais seul un individu a le droit de faire valoir son PV. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je pense que quand on a un exemplaire, tous les exemplaires devaient être mis sur un même pied d'égalité. C'est ça qui Non, pas du tout. Oui. Il ne connaît pas l'article. Il connaît pas l'article. C'est une ignorance totale. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Non. Quand vous prenez l'article, comment dirais-je, 12 du code électoral, par exemple, on dit les membres du conseil électoral sont choisis pour leur neutralité et pour leur impartialité. On sait très bien que monsieur Éric Essousset, monsieur Éric Essousset, à l'époque monsieur Fonkamazo, monsieur Babalé, sont des membres éminents du RDPC, ils l'ont jamais contesté. Monsieur Eno Abraham, l'actuel président de l'ECAM, est un ancien gouverneur, ami personnel du président de la République et membre du RDPC. Où le problème? Oui. Un membre du RDPC, un membre du RDPC, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ils sont du RDPC. Non, il est membre d'un parti, il est membre de l'État en même temps. Donc finalement, vous avez joué parce que c'est... Je crois que si on a besoin d'un prêtre, nous, vous avez besoin d'un réanimateur. Vous êtes dans un coma très profond. Et pire que ça, vous avez mis le pays dans une situation abominable, catastrophique. Regardez les rues, il n'y a pas de route au Cameroun, il n'y a rien qui fonctionne. Dis-moi ce qui fonctionne au Cameroun. Vous osez dire que le MRC, l'opposition, doit apprendre à mobiliser. Mais attendez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Regardez l'état du Cameroun aujourd'hui. On a un président ectoplasmique, qui n'agit pas, immobile. On a retiré la canne, silence plat. Il nous radote des mêmes mots chaque année. Il a parlé un glissement des dates. Oui, écoutez, là, c'est vraiment une insulte à l'intelligence des Camerounais, excusez-moi. On sait très bien qu'il y a eu un événement dramatique, entre guillemets, au Cameroun, c'est le retrait de la CAN. Ces services ont été incapables... Vous étiez pour qu'on organise ça au Cameroun? En tant que Camerounais, nous souhaitons tous qu'après 42 ans après la dernière conférence, que nous puissions... je suis tchadien comme vous. Je suis tchadien comme vous. Alors, gardez votre bon sens. Je suis en train de dire qu'en tant que Camerounais, évidemment, tout le monde aurait souhaité qu'on organise un événement planétaire. Parce qu'il y a beaucoup qui disaient que ça ne servait à rien. C'était la gabégie. Comme on connaît effectivement la gabégie, des montants qui ont été, des commissions, des rétrocommissions qui ont été mises qui ont été exposées. Il se trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, on sait que tout cet argent était géré par la présidente. Or, à l'heure où je vous parle, il n'y a absolument aucune tête qui est tombée. Alors, la moindre des choses aurait été, n'est-ce pas, de prendre des sanctions. Parce que la sanction a une vertu. La sanction est simplement un moyen comment dirais-je, d'assainir la moralité publique. Ça n'a pas été le cas. Monsieur Biya sait très bien que il avait dit à Mondovision qu'il s'engageait personnellement à ce que la CAN ait lieu aujourd'hui. Il a donné sa parole à Mondovision. Voilà le résultat. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre aujourd'hui? Oui, restons sur le... Charles Elisant, au sortir de la présidentielle, Cabral Libi, Serge Sparmatoma et les autres ont pensé que bon, voilà, la présidentielle était derrière eux, et que le cap c'était sur législative et municipale 2019. Il fallait s'inscrire massivement. On a vu Cabral Libi hier dans un quartier de Yaoundé avec des électeurs. On a également vu des militants, des sympathisants du PURS du côté d'Obala s'inscrire. Il y a cette affiche du MRC qui appelle les sympathisants à s'inscrire, les membres à s'inscrire massivement. Ça vous inquiète au RDPC, cette mobilisation, cette forte mobilisation de la part des partis de l'opposition? Tout à fait. Si je vous dis que ça ne nous inquiète pas, alors je serais dans une bulle. Oui. Nous, RDPC, on ne vit pas dans une bulle. On vit dans la réalité, on ne vit pas dans le virtuel de Facebook, des élus de Facebook. Non, nous on vit dans la réalité et la réalité nous interpelle. Je vous ai dit tout à l'heure... Quand tu as été élu par le peuple camerounais, le président légitime,
Facebook n'a rien à voir. Il n'intervient jamais sur Facebook, sauf évidemment à travers les vidéos. Vous savez très bien que le président légitime a été élu par les Camerounais et pas par Facebook. Vous le savez. Ouais, donc soyez moins malhonnêtes. Ok. Bon, le président des Camerounais a tout dit. Il y a un autre qui a l'onca quelque part là-bas. C'est lui qui est légitime, oui. Ça vous regarde. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que les résultats de l'élection présidentielle, au-delà du fait que le président candidat du RDPC ait gagné, nous ont interpellés. Et dès le lendemain, nous nous sommes mis au travail. Nous avons suivi aujourd'hui le communiqué du secrétaire général adjoint du comité central, chargé de la communication, le camarade Fam Dongo, qui interpellait les responsables politiques que nous sommes à accentuer, à aller vers ces électeurs-là dans la continuité du porte-à-porte que nous faisions pendant la campagne. Parce que pendant la campagne, il fallait identifier. Mais c'est de l'enfumage, vous le savez très bien. Il fallait identifier ceux qui allaient voter pour nous et ceux qui, dans ces domiciles, dans ces chaumières, auront la il faut mettre fin à la tricherie. Là, maintenant, nous allons travailler la restriction des militants. Nous allons faire. Il s'agit de la tricherie. Et nous allons évoluer. Exactement. Il va se passer ce que j'ai dit. Nous allons encore avoir des comédiens au Conseil constitutionnel qui viendront avancer. Et ça va cesser de toute façon. Cette comédie va cesser. Ça fait 36 ans que nous sortons la même rengaine. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est un comme on dit, fantôme. Il faut entrer à l'Assemblée. Il faut absolument prendre part à ces élections. Okay. Il n'est pas question de boycotter, de faire plaisir aux dictateurs. Il faut absolument être dans le processus. Nous invitons les Camerounais à prendre le pas de responsabilité. Comme ils l'ont fait en 2018, en octobre, qu'ils le fassent en octobre 2019. Voilà, merci. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric Noufélé. Au menu ce soir. Nous prolongerons l'analyse des points saillants du message du chef de l'État à la nation camerounaise et vous suivrez dans le journal de 20h des jeunes conducteurs de mototaxi, vendeurs à la sauvette qui critiquent le discours du chef de l'État, notamment ses propositions concernant les jeunes, la question du chômage et du sous-emploi qui n'est pas encore réglée au Cameroun et le président de la République qui n'a pas, selon ces jeunes Camerounais, proposé des solutions claires et qui n'a pas vraiment concrétisé ses promesses, vous les écoutez. Retour sur le plateau équinoxois, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Lisan du RDPC, Célestin Diamen du MRC et il nous a rejoint sur ce plateau, Maître Martin Bitton. Je commence avec vous, puisqu'il s'agit de la RDC. Célestin Diamen, bonsoir déjà, Maître Bitton. Bonsoir Charles Alain, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Ok, dites-moi, Célestin Diamen, ça fait quand même trop. RDC, Internet qui est coupé, le soir même de l'élection, il y a RFI qui n'émet plus, le signal est coupé. Il y a des radios qui sont fermées. Ça fait beaucoup. Oui, je pense qu'il ne serait pas judicieux d'ignorer le contexte local. Ça ne nous a pas échappé que les... Vous acceptez quand c'est en RDC? Non, je n'ai pas fini ma phrase. Il ne nous a pas échappé que certains médias, notamment français, n'ont arrêté de polluer la campagne électorale congolaise. L'Union européenne, notamment, a commencé par dire qu'il réajustait les sanctions contre les candidats en compétition. Je ne suis pas un pro-Kabila, mais je pense que l'Europe occidentale n'a rien à faire dans les affaires africaines. Je suis radical là-dessus. C'est aux Africains de gérer leurs propres affaires. Alors, maintenant, l'Union européenne tentait ou tente de vouloir orienter, influencer le vote des Congolais. Qu'on soit pro ou anti-Kabila, ils n'ont pas à se mêler de cette affaire-là. Maintenant, moi j'ai apprécié les gestes de M. Kabila parce que, il a refusé la soi-disant aide financière de l'Union européenne pour organiser les élections, comme si l'Africain était le nègre était un éternel enfant. Deuxièmement, il a donné un ultimatum de 48 heures aux représentants de l'UE à Kinshasa, le parti. Troisièmement, il a
refuser les observateurs de l'Union européenne. Parce que l'inverse n'est jamais Et vrai. sur la coupure d'Internet. Sur la coupure, RFI, France 24, n'arrêtez pas de polluer, d'intoxiquer la population congolaise. Où est le droit à Sur les l'information informations. congolais? Non, le problème c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait des médias toxiques qui viennent polluer, n'est-ce pas, les postures des uns et des autres. Donc, Sébastien dans Djamena, la nocivité, ma question demeure. oui, Vous la admettez- coupure, j'y vous arrive. admettez ça pour la RDC, vous pouvez Non, admettre je le n'admets fait pas. que- Je parle d'un pan qui est connu. Oui. Les Européens se mêlent trop de nos affaires. Ok. Maintenant, je pense qu'effectivement, que, en tant que démocrate, je ne peux évidemment pas accepter sur le principe la coupure. Mais là, ça pourrait se justifier, justement. Donc, il faut contextualiser. Il ne faut pas simplement dire qu'on a coupé Internet. Non, on a coupé Internet. Pourquoi? Parce Qu'est-ce que qui s'est réellement passé? Vous qui étiez... il s'est réellement sortez de passé RDC. qu'il y avait des tendances, des informations qui étaient distillées des villes annoncées par France 24 qui étaient à feu et à sang, à Lumumbashi, dans le Kasaï oriental, c'est qui est faux. Moi, j'étais dans le Kasaï oriental. Les élections sont passées calmement. À 6 heures, les bureaux étaient ouverts. Certes, le vote commence vers 7h31, vers 8h moins, mais en réalité, les électeurs, les votants étaient calmes et sereins. Il ne s'est rien passé, aucun incident. La police était là, il y avait une certaine sécurité. Et moi, je peux vous dire que je vous témoigne, en tant que témoin oculaire, j'étais dans le Kasaï, j'étais à Mbujimayi, et je peux vous assurer que tout s'est passé dans une atmosphère chaleureuse et sereine. Maintenant, on a coupé Internet, certes, mais je vous dis, moi j'ai vu ce que France 24 disait le 29 et le 30, qui ne cessait de dire que ça se passe mal, que les électeurs vont se soulever, qu'il y a eu Ebola, qu'il y a eu des échauffourées à Lumumbashi, dans le Katanga, dans le Haut-Touélé, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une commission électorale indépendante qui a été mise sur pied, qui est indépendante, qui va compiler, qui va ramasser les tendances le 6 et les candidats qui voudraient faire un recours ont 9 jours. Donc ça veut dire que concrètement, le 18, le 15, on aura les élections, les résultats définitifs, et le 18, le nouveau président prêtera serment. Point final. Mais je veux dire, exit l'Union européenne. Ils n'ont rien à foutre dans nos élections. Parce que nous, on ne va pas chez eux pour superviser leurs élections. Comprenez? C'est ça que moi je soutiens. Moi, je ne suis pas un pro-Kabila, mais je soutiens les actes que le gouvernement congolais a posés. Il est temps que l'Afrique se lève et dise que les Africains sont désormais, j'allais dire entre guillemets, il faut-il le leur rappeler chaque jour, capables de gérer les affaires. Malheureusement, il faut le leur rappeler. Ok. C'est le sens de ma position. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, Vous étiez observateur en même temps que Joseph Oona, Jean de Dieu Momo, Monsieur Oona était chef de la délégation de la CEAC, oui, que j'ai vu là-bas, effectivement, comme d'autres Camerounais, comme d'autres Guinéens, comme d'autres Gabonais que j'ai vus. Il y en avait plein. Il y avait la SADC, il y a la CEAC, il y avait le Conseil africain pour la démocratie. Et vous êtes contre la présence de l'Union européenne? Mais naturellement, parce que nous, on ne va jamais chez eux pour contrôler leurs élections. Voilà. Ok, Maître Bitton, sur cette coupure d'Internet, est-ce que c'est pas une violation? Bon, il faut dire que M. Célestin Djamena a parlé de la contextualisation de la situation. Oui. Ça, c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger, mais dans le cadre général, les médias sont là pour, n'est-ce pas, informer les gens, que ce soit les médias engagés ou non, que ce soit les médias partisans ou non, il y a le principe du démenti. Et très souvent, on sait quand un média est à gauche, à droite ou au centre. Je crois que, sans infantiliser l'opinion internationale ou l'opinion africaine, je crois que nous commençons à être mûrs, n'est-ce pas, en matière politique. La preuve, on a interviewé tout à l'heure les Bensikineurs, chacun donne son avis et c'est à prendre en compte. Donc, moi, je crois que on ne peut pas se déclarer démocrate et en même temps prendre des actes antidémocratiques. Vraiment, les médias devraient être libres et à chacun, n'est-ce pas, d'analyser
à chacun de tirer les conséquences. Moi, c'est une très mauvaise pratique, parce que tantôt on critique cela, oui. Tantôt on adoube ceux qui... Non, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc moi, je suis pratiquement contre, n'est-ce pas, ceux qui... Moi, je ne peux pas, excusez-moi maître, je ne peux pas partager votre avis parce que vous savez que RFI est une radio propagandiste, c'est la radio du Quai d'Orsay. Tout le monde la France a une politique étrangère. Vous savez très bien que le rôle de la France, c'est de maintenir l'Afrique entière sous contrôle. Donc ils usent de leur média qui est RFI, qui a pignon sur rue en Afrique, pour essayer d'instrumentaliser les pays pendant leur campagne, pendant leurs élections. Et ça, je m'y oppose fermement. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas que RFI qui émet. Il y a RFI notamment parce que la France est un pays colonial qui veut maintenir une politique coloniale en Afrique. Et ça, je m'y oppose fermement. Il n'y a pas de radio africaine en France qui essaie d'influencer l'opinion des Français. Non, il faut faire la part des choses entre la liberté des médias africains que je soutiens, que je veux promouvoir, et cette radio, je l'ai dit, coloniale, qui essaie d'instiguer à travers le Code d'Orsay sa position, son contrôle et sa mainmise sur l'Afrique. Ça, moi, je dis non. Il faut faire des distinction. Mais avec à enlever l'accréditation à RFI. Charles Elisant, le signal de RFI n'est plus présent là-bas. Et il y a Internet qui est coupé. Pour Célestin Djamène, il dit qu'il faut comprendre. C'est par rapport au contexte. Paul Biya, c'est un démocrate. Non, on parle de RDC. C'est la même chose, monsieur Saint-Germain autour, laissez-moi parler. C'est Saint-Germain, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Paul Biya, c'est un démocrate. On t'a posé une question tout à l'heure, tu n'as pas pu répondre. Tu comprends donc qu'on puisse couper Internet, qu'on puisse expulser la correspondante de RFI, qu'on puisse couper le signal des RFI, des France 24 et tout, au Congo, dans le contexte congolais. Oui. Mais dans le contexte congolais, tu ne peux pas accepter ça. Non. Biya, c'est un tueur et tout. Non, il n'a pas coupé 3 mois parce que les anglophones... Laissez-moi évoluer. Voilà. Il peut évoluer. Il n'a pas le faire. Il peut évoluer. Donc, les Camerounais, aujourd'hui, ont des visus, le genre d'homme politique que nous avons. Les Camerounais, aujourd'hui, ont des visus, ceux qui donnent des leçons de morale tous les jours. On accepte là-bas, on refuse ici. Bon, maintenant, à ce qui me concerne, ce débat de France 24, RFI, qui nous enquiquille l'esprit, c'est nous-mêmes qui le voulons. Monsieur Sejalot, vous avez commencé cette aventure d'Equinox Soir comme ça. Aujourd'hui, en sommes-nous? Soyez fiers de vous. Vous avez poussé les Camerounais à aimer Equinox Soir. Tous les jours, les Camerounais veulent se brancher, veulent se connecter à Equinox pour suivre Equinox Soir. Et au-delà du Cameroun, le rayonnement de cette émission va au-delà de nos frontières. Parce que vous y avez mis de la qualité et vous invitez, je peux le dire en toute modestie, des intervenants qui viennent lever quand même le niveau. Alors que le Camerounais qui a sa télécommande ne met plus RFI. Vous ne savez pas, ne plus pour qui suivent CATV, qui suivent Equinox, qui suivent Vision 4, c'est tout. C'est-à-dire, je souhaite quand même, à un moment donné, puisque s'il y a même un parti politique au Cameroun qui a utilisé Internet lors de cette élection, c'est le MSC. Ah bon. Vraiment, qu'on arrête un peu... C'était le seul parti à utiliser Internet au Cameroun. Qu'on arrête un peu de nous faire croire que... Faut mieux entendre ça peut être sourd, hein. Vous n'avez pas joué un peu interrompu. Regardez mon lucidité. Vous avez dit que le MRC est le seul parti à avoir utilisé Internet au Cameroun. Le parti sérieux. Non, mais il va dire les choses. Monsieur Djamène, laissez-moi. Vous aurez le temps de parler après moi. Oui, Charles-Élie. Il a dit, s'il y a même un parti au Cameroun qui a utilisé Internet pendant la campagne, c'est le MRC. Et je le répète, je le dis. Des candidats à l'élection présidentielle qui ont battu campagne pour passer leur message dans les médias occidentaux, c'était qui? C'était qui? On a vu bien là-bas. Non. Donc je souhaite quand même que l'éducation que nous voulons apporter aux masses populaires, c'est justement quand on va vers ce qu'on appelle un état de droit, vers la démocratie, qu'on n'interdise pas que un média émette parce qu'il y a une élection. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle le problème de la sécurité. On m'aurait fait comprendre que non, il y a un problème de sécurité et que les sons de cloche, les informations qui viennent d'ici et là peuvent
nuire à l'intégrité nationale, on comprend donc qu'on puisse couper le signal. On pouvait Alors comprendre pourquoi que... Célestin Djamène parle du contexte? Non, il veut pas. Non, le contexte de Célestin Djamène, il a parlé il dit de que quoi? ça me dit Il est qu'on a- dans le panafricanisme de Célestin, monsieur, c'est la même. Laissez-moi répondre, juste là. Je l'ai suivi. vous permettez, Mais il dit il ne juste répond pas à la question. Célestin Djamène, Non, tu réponds pas à la question. Charles-Élie, Oui. Célestin Djamène dit justement que quelques jours avant la présidentielle, ces médias-là faisaient passer des messages qui, forcément, n'allaient Ces mêmes pas médias ont le passé le sens message au de la Cameroun. concorde Qu'est-ce qu'il a dit? nationale. Oh non. Ça, j'allais. C'est pourquoi je lui ai également posé la question Justement, de savoir ces mêmes médias, médias ont fait le même travail. Ces médias, c'est leur travail quand il y a une élection présidentielle en Afrique. Et quand ils ont la Et préférence ces pour le médias- candidat, il faut le dire. oui, ça dépend des intérêts, des pactes signés entre certains candidats et ces médias. Bon, dans ce derrière ces médias, il y a les grands groupes financiers. Ça dépend. N'entrons pas. Je dis, ces mêmes médias ont fait le même travail pendant l'élection présidentielle du 7 octobre. Qu'a-t-il dit? Mais aujourd'hui, il comprend pour le Congo. Il comprend qu'on puisse couper là-bas selon le contexte, qu'on puisse. Mais là, je veux quand même le rejoindre. Je suis aussi d'accord que les affaires du Cameroun se gèrent au Cameroun. Les affaires africaines doivent se gérer en Afrique. Mais je suis surpris que on a porté plainte à Paul Biya à Paris, en France. Il dit n'importe quoi. Monsieur Djamène, non. Laissez-moi parler. Non, ne me coupez pas la parole. Non, je vais répondre à la question. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a des limites à ne pas franchir. Il y a entre la sacro-sainte loi de celle qui donne la liberté d'expression, il y a aussi le fait de protéger les populations. Si la décision de fermer tous ces émetteurs, d'expulser le correspondant, engage la sécurité de l'État du Congo, je suis d'accord. Je ne badine pas avec l'intégrité territoriale d'un pays. Maintenant, de l'autre côté, non, je ne réponds pas à Célestin. Je te dis, Non, parce qu'il a parlé du contexte. Je m'exprime. Mais justement, tu lui as posé une question que, mais pourquoi il comprend le contexte du Congo, il ne comprend pas au Cameroun? Et s'il n'y a pas un contexte au Cameroun, il n'y a pas de contexte. Mais le contexte, je vais vous le dire. C'est vous qui avez un contexte. Allons-y. On s'est revenu. Les anglophones, nos frères anglophones manifestaient. Oui. Ils avaient des revendications légitimes. Est-ce qu'on a coupé Internet au Cameroun pendant l'élection présidentielle? On parle de l'élection présidentielle. 94 jours. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne voulait pas, effectivement, qu'on montre les images, n'est-ce pas, de massacres qui avaient lieu là-bas. Bon, on va sortir. Oui. Oui, Célestin Djamène, vous permettez, vous dites d'ici 15 jours, on aura un président en RDC, un successeur. Le 6 janvier, dans 3 jours, Oui. nous aurons les résultats provisoires. Oui. Les candidats qui veulent contester les élections auront 9 jours pour contester. Voilà. 9 jours. Voilà. Maintenant, je voulais revenir pour dire que... Non, je vais à la suite poser une question. Oui. Dites-moi, Charles Elisan, la RDC, c'est près de 40 millions d'inscrits, 10 millions à Kinshasa. Vous voyez la célérité, en moins de 2 semaines, on a la machine à un élu. a bien fonctionné. Non, je dis le résultat. On a un résultat maximum après 2 semaines. Pourquoi au Cameroun, ça coince toujours? Le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Oui. Le fait élémentaire social, le plus utilisé dans le monde entre les êtres humains, c'est l'imitation. Oui. Il n'y a pas de honte à copier ce qui est bon. Et je n'ai pas donc à insulter le processus électoral du Cameroun pour encenser un autre. Si ce qui est fait au Congo est bon, alors que les autorités camerounaises en charge de l'organisation des élections au Cameroun fassent pareil. C'est tout. Et nous, acteurs politiques, on aide ces autorités-là à parfaire le processus démocratique au Cameroun. J'applaudis le peuple congolais. Je les applaudis d'abord d'un côté parce que le nombre d'inscrits au prorata aussi de la population est à voir, c'est très bon. Le nombre de votants, c'est bon. La manière que l'élection s'est organisée, c'est bon. Ce que les forces de l'ordre ont fait comme travail dans l'encadrement des populations qui ont voté, j'aurais appris, et là c'est une information que je demande, parce que je sais que je sais, ce que je ne sais rien. Monsieur Ndiamé, il paraît que là-bas, les hommes en tenue ne votent pas. Je voudrais savoir si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, je sais que c'est pas. Mais si c'est ça, c'est un processus démocratique que nous devons aussi copier. On copie ce qui est bon, on ne met pas sur la balance, ici c'est mauvais. Non, on copie ce qui est bon. Et moi j'encourage ce que le peuple congolais, frère et ami, a fait. Et que ça soit pareil au Cameroun. Ok, Maître Biton, sur ce délai, là, par rapport au nombre d'inscrits, nombre de votants, c'est costaud en RDC. Hein? Bon, c'est un pays vaste, un pays continent. Oui. Deuxième plus grande superficie en Afrique, la RDC.
mais les choses vont vite. Maximum 15 jours, on aura le successeur de Joseph Kabila Kabange. Bon, wait and see. Moi, s'il n'y a pas contestation, bien évidemment. Si les choses se passent bien, je suis un peu dubitatif parce que il y aura forcément contestation. Pourquoi, à votre avis? On a commencé, les observateurs ont commencé à décrier des fraudes multiples. Et puis, ce qu'il y a, c'est que... Non. Oh oui. Vous n'êtes pas le seul à suivre. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, M. Jamel. Soyons courtois. Nous sommes des personnalités. Hein, on nous connaît de par notre culture. Oui, mais je dis donc que moi, j'ai suivi des observateurs dire qu'il y a des fraudes et qu'il y a des élections qui ont commencé avec 5 heures de retard. C'est quand même... C'est pas une fraude, ça. Non, mais je parle de fraude et une irrégularité. Une irrégularité. Oui, hein? En son temps, quelqu'un a cité de multiples irrégularités ici, et puis, bon, il a dit que c'était passable. Bon, donc je veux dire que nous savons que le président Kabila a prolongé indéfiniment, enfin, pendant au moins 2 ans, ces élections, et qu'en sortant, il a proposé un candidat de son parti. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il est, encore le président de tous les Congolais. Et quand il y a une élection, n'est-ce pas, il devrait être au-dessus et voir, n'est-ce pas, comment son poulain allait évoluer. Or, on a comme l'impression, et c'est dit de part et d'autre, qu'il est en train de tout faire pour que son candidat puisse gagner. On va voir. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de contestations dans cette élection. Et puis, les machines, paraît-il, sont... on est en train de faire, à certains endroits, des comptages manuels. Et avec 40 000 électeurs, vous pensez que ce sera fait d'ici le 6 mai? 40 millions d'électeurs. C'est le Saint-Germain. C'est le Saint-Germain. Oui. On a beaucoup parlé de cette fameuse machine, mais moi, tout le monde d'accord. Moi, j'étais dans le bureau B, à Bougimaï, c'est une ville dans le Kassa oriental. Les bureaux, officiellement, ouvrent à 6 heures. C'est vrai qu'à 6 heures, on a vu des bureaux qui installaient encore la machine à voter. Il a pris du retard. C'est à 7h41 que certains votants commençaient à voter. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le dire. Maintenant, les 3 organisations principales, que sont la SADC, l'Union africaine et le Conseil africain pour la démocratie, ont dit à l'unanimité, ont salué la bonne organisation, y compris au niveau de l'usage de la machine à voter, dont tout le monde présentait l'instrument comme un instrument qui était... Exactement. Moi, j'ai vu, en dehors de quelques personnes très âgées, qui avaient du mal à pianoter l'écran tactile, ça s'est globalement bien passé. Maintenant, on verra, après le dépouillement, s'il y a eu des fraudes massives ou pas, mais l'irrégularité en soi n'est pas, le retard n'est pas une irrégularité en soi. C'est vrai qu'on aurait dû commencer à 6 heures, comme le prévoit la loi. Ça, c'est clair. Maintenant, n'est pas non, dans le sens où je considère comme irrégularité le fait intentionnel de fausser les résultats. La tardivité n'est pas en soi c'est pas une irrégularité majeure, mais c'est une irrégularité. Ce n'est pas une dans le sens où il n'y a pas intention de fausser les résultats. Ça, c'est clair et net. Merci. Maintenant, je me suis habitué à la liberté médiatique, un seul mot pour terminer, pour dire que vous savez qu'au Rwanda, en 1994, il y avait une radio Mille Collines. C'est parce qu'on a laissé longtemps faire, n'est-ce pas, qu'il est arrivé ce qui est arrivé. Moi, quand une radio occidentale propagandiste commence à distiller des fausses informations, il faut la fermer, il faut couper le signal. Okay. Je suis fier que M. Kabila ait coupé le signal des RFI et ait mis fin, pendant quelques jours, je l'espère, à Internet dans le contexte précis où les médias occidentaux voulaient orienter le droit des Congolais. Merci, cher monsieur, merci d'être venu, merci pour votre expertise. Madame, monsieur, et qui n'en soit Stop et fin, rediffusion 23h GMT, il sera minuit en Kondongo, Hôtel de la Cité.